La gestion des conflits sociaux par le président de la République, dont la popularité baisse un petit peu, beaucoup même. Et puis, eh bien, la fête à Macron, demain précisément, avec les oppositions, à la fois politiques et syndicales, et l'avenir de la République en marche, avec notamment en point de mire ces élections européennes. C'est avec Sylvain Maillard que nous sommes aujourd'hui, député LREM de Paris. Sylvain Maillard, bonjour. Bonjour Yves Tréhard. Alors, sondage BVA, chute de la popularité chez les sympathisants de droite du président de la République, moins 9%, au Parti des Républicains, moins 14%. Ils s'agacent de voir les conflits sociaux s'enliser. On va en sortir de ces conflits sociaux. Ça vous inquiète d'abord, ces sondages? Est-ce que ça vous inquiète? Oh, les sondages, vous savez, ça monte, ça descend. C'est vrai que ça nous fait toujours plaisir quand ça monte. Ouais. Quand ça descend, je pense que c'est intéressant de regarder d'abord, surtout pas un par un, c'est de regarder des tendances un peu longues. Ouais, c'est comme ça que vous voyez vraiment l'état de l'opinion. Ouais. Et puis qu'une partie de l'opinion s'agace du fait d'être bloquée dans les gares. Moi, je l'entends, je le comprends, je le vis aussi. Ouais. Donc, ils veulent sortir du conflit, mais c'est ce que nous voulons depuis bien longtemps. Donc, la porte est toujours ouverte, discussion en cours. À droite, là, apparemment, ils considèrent que le président de la République et le gouvernement ne sont pas assez fermes. Je vous donne la suite du sondage avec les opposants, justement. Alors, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, on n'est pas assez ferme à 78%. Vous n'êtes pas assez ferme. Les cheminots, 62%. Parcoursup, les opposants, les étudiants, 51%. Il faudrait être plus ferme. Moi, en tout cas, sur les 3 points que vous venez de mentionner, nous avançons dessus. Les zadistes, très clairement. Ça va se terminer, ça? Ça va se terminer, ça prend du temps, c'est difficile. On a en face de nous pas des gentils garçons en face de nous. On a des gens organisés, en commando. C'est très compliqué et évidemment, on fait ça de façon propre. Et vraiment, je salue les forces de l'ordre. C'est compliqué, c'est entre guillemets miné techniquement. C'est-à-dire qu'on a en face de nous des gens qui sont organisés, qui viennent de toute l'Europe. C'est pas que localement, de toute l'Europe, qui viennent pour que ce soit une sorte de guérilla. Les cheminots, comment on en sort? Les cheminots, c'est une discussion. Édouard Philippe a reçu ce matin les syndicats, commencé par recevoir. La CGT dit, eh bien, le Premier ministre n'a pas fermé la porte à la demande d'une table ronde formulée par la CGT. Donc, UNSA, alors il y a une division apparemment. UNSA, l'autre syndicat très important de la SNCF, parce que c'est beaucoup de conducteurs, dit, ça nous convient plutôt, cette reprise de la dette par l'État, mais on va revenir vers vous et il pourrait sortir du conflit. Toutes les discussions sont d'abord, il y a des discussions depuis bien longtemps, sauf que nous avions en face de nous des syndicats qui étaient contre la réforme a priori. C'est-à-dire pas dans l'explication ou dans la gestion du sac à dos social, de l'organisation du ferroviaire dans les années qui viennent avec l'ouverture à la concurrence, mais dans le refus total du projet de l'ouverture à la concurrence qui a déjà été acté, pas par nous, par le gouvernement précédent, qui était vraiment dans une sorte de blocage. Et puis, je crois, le temps passant, se rendre compte que notre détermination est totale, nous voulons aller au bout parce que c'est important pour la SNCF, c'est important pour l'avenir du ferroviaire. C'est quelque chose de fondamental et donc nous voulons aller. Sortir avant l'été. En tout cas, on le souhaite le plus rapidement possible. Parce que concrètement, tous les jours de grève supplémentaires, c'est un casse-tête pour l'ensemble des Français qui n'arrivent plus à bouger ou en tout cas qui mettent des heures et des heures à arriver à leur boulot. Donc évidemment qu'on veut en sortir le plus rapidement possible. Mais je le répète, la réforme se fera. Et nous discutons sur les points sur lesquels nous avons toujours été très clairs. Elisabeth Borne l'a dit, le Premier ministre l'a répété. Sur les points. La méthode est bonne. La méthode est bonne. Oui et non. Je veux dire oui et non. Non, parce que qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Non, ça n'aurait été aucune grève. Mais oui, parce que dans le cas où on a une opposition dès le début, c'était compliqué de faire autrement. Les électeurs de droite ne sont pas contents parce qu'ils trouvent que vous n'êtes pas assez ferme. Et puis alors, il y a ceux de la gauche. Ils s'unissent dans la rue pour la première fois demain. Ils vont faire la fête à Macron demain. Barbecue, corne de brume, tout ce que vous voulez. Ça vous inspire quoi? Parce que demain, c'est la CGT également qui se joint au cortège. Moi, je n'aime pas quand les syndicats s'unissent avec la politique. Je trouve que c'est un mélange des genres qu'on a connu il y a bien longtemps. Je trouve que ça fait 2 choses totalement différentes, qu'il faut garder une cloison relativement étanche. Évidemment, quand on est syndicaliste, on peut faire de la politique, on est citoyen avant tout. Mais je trouve que ce mélange des genres est plutôt de mauvais goût. Mais après, libre à eux de faire comme ils veulent.
Et puis de rappeler qu'on a aussi, ou peut-être un visage plus clair. En face de nous, on a une CGT qui est en permanence hostile à tout ce que l'on propose. De voir votre Parce qu'il n'y a pas que sur la SNCF, sur l'ensemble des projets, à chaque fois on a une une CGT qui est très hostile. Oui, mais ça vous fait pas peur a priori, pas la discussion a priori. La gauche qui commence à se rassembler, la droite, les électeurs de droite qui commencent à être en défiance, ça vous... Parce qu'il y a le moral des patrons de TPE aussi qui chute, en chute libre. Moi, on sait qu'on a des réformes à faire. La transformation économique du pays a commencé. C'est un moment difficile. C'est des moments difficiles. C'est des moments aussi où toute réforme, même quand elle est attendue, au moment où on commence à la faire et que ça se modifie les habitudes, les corps intermédiaires, les gens se raidissent en disant mais moi, qu'est-ce que je vais perdre plutôt que dire que je vais gagner. Mais on a été élus pour ça. Je le dis tout le temps, mais on a été élus pour le faire. Il ne néglige pas trop les corps intermédiaires, Macron. On a des corps. Il faut parler toujours plus à tous. Mais ne pas oublier une seule chose, c'est que parfois les intérêts des corps intermédiaires, parfois, sont différents des intérêts globaux de la société. Est-ce que vous voulez que je vous livre ce qu'on entend ici ou là, que mon petit doigt me rapporte, que Emmanuel Macron aurait plus peur de François Ruffin, qui est un peu à l'origine de la fête à Macron, que de Jean-Luc Mélenchon? Je n'en ai aucune idée. C'est votre petit doigt, je n'en ai aucune idée. Non, moi ce qui me gêne chez François Ruffin, c'est, en tout cas comme parlementaire, un député, c'est ce côté en permanence dans la provocation. Sa présence parfois dans l'hémicycle rend des débats hystériques. Et donc on ne travaille plus sur le fond, on travaille beaucoup sur la forme, et ça c'est assez désagréable. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas apporté ses idées. Moi je pense que c'est fondamental qu'on ait tous notre liberté, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors que Jean-Luc Mélenchon, la réalité c'est que dans sa présence, en tout cas dans l'hémicycle, souvent appelle sur des points de fond, on est profondément en désaccord, mais est plutôt travaillé. François Ruffin, c'est des petites phrases en permanence, habillées en permanence pour provoquer. Donc voilà, c'est vrai que c'est très honnêtement, ça fait partie pour nous des personnes qui sont incontrôlables et qui n'abordent pas grand-chose en fait au débat public. Vous êtes un député parisien, est-ce que vous allez aller voir demain quelle tête aura cette manifestation? Écoutez s'il y a des slogans qui commencent à être de plus en plus agressifs. Enfin, comme chaque fois, ils vont prendre une tête d'Emmanuel Macron, puis une fois, ils mettent une balle dans la tête, une autre fois, ils le pendent. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je trouve ça scandaleux. Mais je ne mets pas ça sur le côté des politiques, parce que je pense que c'est... Voilà, après, chacun vient dans une manifestation et fait ce qu'il veut. Il y a une violence. Mais il y a une violence, et une violence qu'ils essayent de développer dans la société française d'une population contre une autre. Ça, c'est quelque chose qui est rédhibitoire pour nous. Et cet entretien les pauvres contre les riches, ceux qui n'ont pas contre ceux qui possèdent. Vous avez entendu ce qu'a dit Malek Bouti? Ils vont rendre gorge. Vous avez entendu ce qu'a dit Malek Bouti? Qu'est-ce que vous en pensez? Malek Bouti a dit, en gros, je schématise, cette violence-là, elle conduit aussi... à la violence djihadiste. Je vais vous surprendre, Malek Bouti est quelqu'un que j'ai toujours écouté, même avant de faire de la politique, qui n'est pas du tout de mon bord politique historique, très clairement, il est socialiste, mais c'est quelqu'un que j'ai toujours écouté avec attention, même si je ne suis pas toujours d'accord, parce que je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit toujours et qui porte des valeurs vraiment très fortes. Moi, je trouve que l'ensemble de son propos, il a parlé plusieurs minutes devant chez Ruquier, je trouve que l'intégralité de son propos était vraiment intéressante. Très intéressant. Et ce qu'il dit, on peut contester certains points évidemment, mais honnêtement, écoutez, réécoutez, il y a une vraie violence organisée, préparée, montée en épingle pour que ce soit une vraie rupture et puis surtout pour enlever toutes les autres oppositions. L'idée c'est très simple, ils ont décidé de faire un combat Mélenchon contre Emmanuel Macron. Alors vous me tendez la perche, le plus dangereux pour Emmanuel Macron, c'est le Front National ou la France Insoumise? C'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet quand vous regardez concrètement, d'ailleurs même parfois les militants, ça fait partie un peu de la même mouvance. Vous regardez en Italie. Front National ou la France Insoumise, c'est pareil. Mais oui, regardez en Italie, vous voyez bien que c'est la même chose. C'est quoi? C'est de la contestation? C'est de la contestation contre un système, contre une organisation, une contestation qui n'est pas une contestation d'un coup comme ça qui arriverait, c'est une contestation froide, c'est une contestation violente, une contestation avec une grande partie, vous regardez les programmes, on est très proche des programmes. Alors évidemment, il y a des points très importants de différenciation. Je ne veux pas dire que Marine Le Pen est la même chose que Jean-Luc Mélenchon, mais il y a une sorte de porosité et très bien entretenue d'un côté comme de l'autre. Et là-dedans, Laurent Wauquiez qui a bien du mal à exister, et les Républicains?
Écoutez, Laurent Wauquiez, pour moi, cherche, d'ailleurs les Républicains, même dans l'hémicycle, sont particulièrement virulents, défendent une position et défendent exactement l'inverse sur un autre texte. Ils cherchent à exister tout simplement. Moi, j'ai connu des Républicains qui étaient libéraux. Honnêtement, quand vous les écoutez maintenant, c'est assez affligeant. Ils se cherchent, ils ne savent pas où ils en sont, avec un chef, Laurent Wauquiez, le roi du bullshit, qui nous dit matin quelque chose, l'inverse le soir. On voit bien qu'ils ne savent plus où ils sont. D'accord. Il y a des élections européennes, je le disais en introduction, dans un an. On sera en plein dedans. Alors, il y a certains qui viennent de la droite, comme vous d'ailleurs. Franck Riester, que vous connaissez bien, qui a construit le mouvement Agir, et qui dit une alliance LREM, c'est-à-dire vous, Modem, UDI, Agir, serait une bonne chose pour les européennes. Oui, moi je pense c'est possible. C'est bien sûr que c'est possible. C'est possible, mais il faut qu'on travaille. J'avais cru comprendre que le Modem voulait faire un peu cavalier seul. Tout est possible. L'enjeu, il est très simple. Ça va être pour ou contre l'Europe, pour ou contre la construction européenne. On le voit bien dans les autres pays. Vous serez le seul pour vous. Clairement, c'est le mouvement central qui a appelé ces deux par Juppé. Qu'on soit très clair, pendant la campagne présidentielle, aussi, oui. on a clairement fait campagne pour l'Europe, une Europe assumée, évidemment avec des choses à modifier sur lesquelles, est-ce que le fonctionnement de l'Europe est parfait? Évidemment que non, mais que l'Europe est notre avenir, que l'organisation européenne, c'est ça qui va nous garantir nos emplois de demain, c'est ça qui va nous garantir notre indépendance. Est-ce que c'est possible que vous soyez tous réunis? Je le souhaite. Moi, je souhaite que ce soit le mouvement le plus large possible, parce qu'il faut qu'on fasse le score le plus important pour avoir le plus de députés possible. Bon, je ne suis pas spécialiste là-dessus. Mais l'essentiel, et je vais le redire, on a perdu beaucoup d'influence au Parlement européen, ça je vous le dis, parce que nos députés n'étaient pas assez présents, parce qu'on a énormément, à l'heure actuelle, de députés FN qui ne sont pas présents, ou qui ne défendent pas les idées, en tout cas européennes. Et donc, la réalité, c'est que la France, ça se fait, la France ne fait pas partie de la décision, ou de peu de décisions au sein du Parlement européen. Quelle figure de proue? Ça fera partie des grandes décisions que devra prendre la Commission nationale d'investiture. En tout cas, il faut que ce soit une personnalité qui incarne profondément notre projet européen et incarne l'Europe. Ça pourrait être Nicolas Hulot, s'il sort du gouvernement. Je ne suis pas au chef du casting, mais en tout cas, il faudra que ce soit vraiment quelqu'un qui s'engage aussi à être là pendant les 6 ans d'ailleurs, et de porter notre projet, parce que ce n'est pas uniquement de gagner les élections. Il va falloir être à Bruxelles tout le temps. Parce que la différence, les Allemands sont beaucoup mieux organisés. Quel que soit leur parti, dans toutes les commissions, partout, ils sont là pour défendre leurs intérêts. Et il faut que nous soyons beaucoup plus présents. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir le plus possible de députés et qui nous portent le message que l'on veut, une Europe qui protège, une Europe, c'est notre avenir. C'est Sylvain Maillard qui est dans les locaux du Figaro, et on continue avec le député de Paris, l'AREM, comme on dit aujourd'hui, avec Jean-Baptiste Sémergent, Casaque Blanche, qui nous rejoint dans le studio. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Sylvain Maillard. Bonjour. Première question de Liberté 46. Elle dit: le quartier Gaillon à Paris est devenu un endroit dangereux à vivre. Vous lui répondez quoi? Quartier Gaillon, c'est le second arrondissement. Il faut peut-être dire où c'est. Dans le second arrondissement à Paris. C'est pas loin de là où il y a eu l'attaque faite par un Tchétchène. Le second arrondissement est un petit arrondissement et vraiment au cœur de Paris. Pour ceux qui sont loin de chez nous, c'est pas loin de l'Opéra. Voilà. Exactement. On peut toujours avoir des discussions sur est-ce que la ville est assez sûre, est-ce qu'il y a assez de policiers. La réalité, c'est vrai qu'on a particulièrement, nous, alors pardon, je parle un peu de ce que je connais d'autant plus, donc ma circonscription, et ça fait partie de ma circonscription, on a une criminalité qui vient de l'extérieur. 96% des actes criminels ou de vols délits dans tout l'ouest parisien, ce qu'on appelle le premier district, entre autres le deuxième arrondissement, viennent de l'extérieur. Donc il y a toujours un sentiment d'insécurité encore plus renforcé du fait que c'est souvent d'une population qui ne vient pas de nos arrondissements. Autre question. Monsieur le député, pensez-vous qu'Emmanuel Macron, en préparant sa campagne présidentielle à Bercy lorsqu'il était ministre, a fait un détournement de fonds publics? Vous demande citoyen tarnais. Non, mais quand on fait de la politique, réfléchir à l'avenir de son pays, rencontrer du monde, heureusement on le fait tous. Que l'on soit très clair, je rencontre à l'Assemblée des gens qui ne sont pas directement dans un agenda immédiat de l'après-midi. On rencontre parce qu'on a besoin aussi de rencontrer beaucoup de gens pour réfléchir aux défis de demain. Un politique ne sait pas tout, je suis désolé de le dire, loin de là, et qu'il a besoin de rencontrer des gens de tout horizon pour pouvoir aussi se forger une conviction et surtout une dynamique de conviction.
Arnaud vous reproche la baisse des APL alors que même l'État se prive des 5 milliards d'euros qui provenaient de l'ISF sur les produits financiers. On l'a dit, l'APL, la baisse de l'APL des 5 euros était. Mais on l'a dit tout de suite que c'était une bêtise. Non, on a mis un peu de temps quand même. Vous avez bien défendu. Il me semble bien beaucoup d'entre vous étaient sur les places, en disant qu'on est contre le principe du rabot. Donc, c'est un rabot, c'est un coup de principe. La réalité, c'est que ce n'était pas financé. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de quoi financer le mois de novembre et le mois de décembre. Donc à un moment, il fallait couper dans les budgets. Sinon, il fallait faire un rectificatif, un collectif, ce qu'on appelle rectificatif budgétaire. Et nous ne voulions pas faire ça parce que dès qu'on rentre là-dedans, c'est qu'on renforce la dette. Et on vous retrouvait une crédibilité de l'écriture de la signature française à Bruxelles ou ailleurs. Et donc c'était essentiel qu'à un moment, on tient ce budget et on travaillera sur le projet. C'était pas notre budget. Mais c'était pas notre budget. Peu sur les riches. Non, c'était pas notre budget. Donc on assumait le budget précédent et le budget qui se déroule à l'heure actuelle, 2018, ça c'est notre budget, nous assumons pleinement ce que nous faisons. Jean-Baptiste. On revient sur une de vos déclarations. Pour Gabriel, quand vous déclarez qu'il y a un cheminot qui travaille et 10 qui surveillent, vous insultez des milliers de cheminots. Vous répondez quoi? Alors, je vais reprendre l'intégralité parce que dessus, j'étais à la gare Saint-Lazare et un cheminot me dit ça. Et je dis juste après, et c'est caricatural. Vous le redites sur le plateau de France Info. Bien sûr, mais quand vous écoutez de l'intégralité, je dis c'est un propos caricatural qui m'a été reporté. Je n'ai pas prononcé cette phrase-là. Je suis incapable. La seule chose, je vous invite à écouter la bande. Sinon, ne vous inquiétez pas, ça aurait été tourné sur les réseaux très largement. Ça a été clair. La seule chose, c'est qu'il faut regarder le management, l'organisation managériale, la gestion des carrières, l'organisation en silo au sein de la SNCF est une gestion du passé. Même s'il y a eu des améliorations, on est quand même bien loin de ce qu'on peut connaître en entreprise. Et donc, il faudra travailler là-dessus. Mais je dirais, beaucoup de cadres de la SNCF partagent largement cet avis. Le travail en silo, je termine juste dessus, c'est-à-dire que vous rentrez dans une carrière et quelque part, vous ne pouvez pas changer à l'intérieur de la SNCF. C'est très compliqué. Donc ça, il faut que ce soit beaucoup plus large et beaucoup plus aéré et que ce soit mieux managé. Mais c'est aussi le cas dans l'administration à l'heure actuelle. Sylvain Maillard, vous n'êtes pas complètement étranger à l'actualité parisienne. Vous êtes député de Paris. Alors, quel candidat pour l'AREM à Paris? À chaque fois qu'on parle de Paris, je suis désolé parce que je me répète à chaque fois, on fait 2018, on travaille sur notre programme. Oui. On a beaucoup de travail à faire. Oui, on veut construire. 2019, il y aunc aura un candidat qui incarnera ou une candidate qui incarnera. En 2019 pour 2020 alors Probablement. Et qui incarnera. Ça pourrait non, vraiment, je ne veux pas rentrer là-dedans. On me dit toujours un tel, c'est vous. Mais en fait, quelque part, ça nous est totalement égal. On a un projet à porter. On a un projet, on a un pari de demain à inventer. Laissez-nous travailler tranquillement et ce sera le meilleur. On s'entend très bien et le meilleur d'entre nous. Foot ensemble, on fait plein de trucs différents ensemble, mais pas forcément. Il paraît que l'AREM a construit un petit club. J'aurais juste vraiment terminé là-dessus. On a besoin de construire, de faire de la politique. Écoutez, nous on ne va pas dire qu'on n'est pas ambitieux, c'est pas vrai. On a envie de gagner Paris. Clairement, on le dit, on l'affirme. Mais il y a des méthodes. Faites-nous confiance. Vous avez vu qu'on s'est gagné des élections, donc laissez-nous faire, laissez-nous travailler. Non, il ne faut pas chasser Hidalgo. Je dis juste une seule chose, Anne Hidalgo, elle est portée par une majorité qui est très très à gauche. Et les Parisiens s'en rendent compte doucement, ne s'en rendaient pas compte au début. Et donc voilà, nous on veut incarner autre chose. Mais il faut qu'on travaille, et pour le moment, 2018, on travaille. Je vous reposerai la question régulièrement. Alors, dernière question. À chaque fois que je viens d'ailleurs. On compte sur toi Sylvain, tiens bon, vous encourage Plagnard sur Twitter. C'est dur la vie de député, c'est difficile, vous avez besoin d'encouragement? Parfois c'est un peu difficile, vous voyez, j'enchaîne presque pas de nuit d'ailleurs, parce qu'on travaille des textes, c'est un travail législatif qui ne se voit pas, mais on a une clôture formation pro apprentissage, et donc on clôture des amendements, discussions, on porte nos amendements. Vous savez, un travail de député, souvent on le dit, c'est un travail aussi de lobbyiste, c'est-à-dire qu'auprès du gouvernement, d'aller porter ses idées, porter ses convictions pour que ça puisse être pris dans la loi. Et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'abnégation. C'est passionnant, mais c'est vrai que si vous aimez dormir, il faut faire un autre métier. Voilà, c'était la conclusion de Sylvain Maillard. Si vous voulez dormir, il faut faire un autre métier. Il parlait de son métier, qui n'est pas un métier d'ailleurs, qui est un mandat de député. Ça, on pourra en parler d'ailleurs. Voilà. Merci Sylvain Maillard de vous être prêté aux questions du Figaro, des internautes. Merci Jean-Baptiste Semerjian d'avoir été le médiateur des internautes que nous retrouvons lundi prochain.